Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Tête à Papineau, le premier épisode de la saison 4. Nous sommes donc à l'épisode 27. Bonjour à tous et bienvenue sur notre épisode. Merci de nous écouter. Vous êtes donc sur La Tête à Papineau, le podcast de Bistro Brain. Un retour sur nos derniers événements de l'année qui ont eu lieu au début de l'été plutôt. Donc on a eu depuis l'épisode 26 les grandes découvertes de l'UQAM le 14 juin. C'était notre deuxième édition à Montréal. N'hésitez pas si vous êtes intéressé par les sujets qui ont été abordés. Nos enregistrements sont disponibles en ligne. Aujourd'hui, dans l'épisode, Julie, moi-même à l'animation. On va avoir Maude à la chronique. Bonjour Maude. Bonjour Julie. Et on va avoir à l'entrevue Alexis qui va passer en entrevue Gaëlle la jeunesse. Bonjour Alexis, bonjour Gaëlle. Bonjour. Est-ce que vous êtes content d'être là et de nous retrouver pour ce premier épisode ? Absolument, on a une très bonne habitude des enregistrements du podcast de Bistro Brain. Parfait. Et bien nous aussi, toute l'équipe, je pense qu'on est très content de vous retrouver cette année pour encore une fois une 4e saison. On va commencer tout de suite avec la chronique et je laisse la parole à Maude. Merci Julie. Donc je vais commencer en force là, pour ma chronique. J'espère pas vous faire voir rouge. Puis là, je me trouve bien drôle parce que je vais vous parler de menstruation et de produits menstruels. Donc, la nouvelle dont je vais vous parler est sortie tout récemment au mois d'août 2023. Des chercheurs ont testé pour la première fois l'absorbance de protection menstruelle avec du sang. En bref, avant cette étude, personne n'avait utilisé du sang dans leur test. Et ça inclut industriels et chercheurs. Avant ça, ils utilisaient plutôt une solution saline qui s'apparente plus à de l'eau qu'à du sang. Au moins, c'est pas le liquide bleu qu'on voit parfois encore dans les pauses publicitaires de serviettes sanitaires. Puis justement, en parlant de ça, là, d'après vous, c'est en quelle année qu'on a montré pour la première fois un liquide qui ressemblait un peu plus à du sang menstruel dans une annonce plutôt qu'un petit liquide bleu? En quelle année? Je suis pas mal sûre que c'est il y a pas si longtemps que ça. Je dis en 2015. En 2015. Gaëlle, une idée? Ouais, moi aussi, je dirais, v'là quelques années, là, parce que moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment tout le petit liquide bleu un peu bizarre qu'on voyait dans les annonces. Ben, vous êtes pas loin. Là. En gros, c'est en 2018. Donc, ça fait juste 5 ans. Qu'on est un petit peu... 5 ans qu'on est un petit peu moins gêné de montrer du sang menstruel dans des annonces pour des produits menstruels. Tant qu'à moi, c'est pas vraiment... C'est pas fort, là. Puis ça montre qu'il nous reste du chemin à faire pour déstigmatiser les menstruations. OK, maintenant, si on revient à l'article. Les grandes conclusions de l'article sont les suivantes. L'absorbance inscrite sur vos paquets de serviettes sanitaires ou autres produits menstruels, c'est peut-être pas la réalité. Dans cette étude, 4 chercheurs de l'Oregon aux États-Unis ont utilisé un concentré de globules rouges pour tester l'absorption de 21 produits menstruels différents. Ils ont testé des produits plus classiques comme des tampons, les serviettes ultra, les coupes menstruelles, les disques menstruels, les culottes réutilisables, mais aussi des produits que personnellement, j'avais jamais entendu parler. Là. Et là, j'ai essayé de trouver la traduction française, mais je suis quand même pas vraiment certaine là, parce que, justement, j'en avais jamais entendu parler. Et donc, ça s'appelle la compresse froide périnéale activée par la glace. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Rien du tout. Mais alors là, rien. Moi Encore non moins. plus. Mais on est là pour apprendre. Hein? Ah, ben oui, exactement. Là. Et donc, par mes super savantes recherches Google, je crois que c'est un produit qui est un peu plus utilisé postpartum. Mais bon, ils ont testé ces 21 produits menstruels de marques différentes et ont vérifié leur absorbance. Les résultats vont comme suit et pour plus de suspense, je demanderai un petit roulement de tambour dans la salle. Les résultats vont comme suit. En dernière position de l'absorption, on a les culottes menstruelles réutilisables, ce qui, pour les connaisseurs, a pas mal de sens. Les culottes menstruelles peuvent absorber entre 1 et 3 ml de globules rouges. De l'autre côté, les grands gagnants de l'étude, si on peut dire ça comme ça,
sont les disques menstruels Oh, ouais. avec, avec en moyenne une absorption à 61 millilitres. Et il y avait quand même une marque qui pouvait recueillir jusqu'à 80 millilitres de sang, ou de globules rouges dans ce cas-ci, là, qui correspond à environ un tiers de tasse pour les gens qui font de la cuisine. Et C'est justement, quand même beaucoup, ça. ah ouais, c'est énorme. Je suis vraiment impressionnée, surtout des disques. Mm. On dirait que j'aurais pas pensé du tout que ce serait ça. Les coupes à la limite, mais les disques, Ouais. vraiment pas. Moi, j'étais quand même étonnée aussi. Vraiment. Et peut-être pour donner une meilleure idée justement de ce qu'on trouve d'habitude sur les produits, tu sais, au niveau de l'absorbance, c'est quoi un flux qu'on peut appeler normal ou faible ou peut-être plus élevé? Ouais, en gros, c'est sûr que le flux menstruel, c'est vraiment variable d'une personne menstruée à une autre. Ça peut aller de 5 millilitres à 90 millilitres par menstruation. Le sang de menstruation en tant que tel, ça contient de l'eau, oui, mais surtout de la muqueuse utérine, des globules rouges et des sécrétions vaginales. Et la composition de ce sang-là va pouvoir changer d'une personne à l'autre, mais elle va aussi changer chez une même personne en fonction de où elle en est dans ses menstruations. Ça va donc affecter l'absorption des produits d'hygiène menstruelle en soi. Puis je pense que justement, ça justifie de tester les produits menstruels avec autre chose que de l'eau. Mais oui, là, en bref, pour répondre à ta question, la perte de sang va varier d'une personne menstruée à une autre, mais aussi à quoi cette perte de sang va ressembler. Ok, puis si on reparle de ton étude justement qui montrait que, mettons, le disque menstruel, c'était celui qui permettait d'absorber le plus, est-ce qu'en général, ce qu'on peut voir sur les paquets des produits qu'on achète, est-ce que c'est surévalué d'après l'étude ou sous-évalué plutôt? Ou c'était quoi les conclusions finalement? Ben oui, en fait, c'est ça qui est super intéressant, là, mais non. Par exemple, les serviettes hygiéniques Ultra qui sont publicisées à une capacité maximale entre 10 et 20 millilitres, dans l'étude, elles pouvaient contenir jusqu'à 52 millilitres de globules rouges, ce qui est quand même vraiment pas pire là, en comparaison à ce qui est publicisé. Puis maintenant, là, c'est bien beau tout ça, mais peut-être vous vous demandez pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est utile de savoir l'absorption réelle des produits menstruels? En tout cas, moi, je sais que je me suis posé la question quand même, là. Puis, il y a quand même une personne menstruée sur 3 qui saigne abondamment pendant leurs règles. Puis, une personne qui saigne beaucoup, ça correspond à un flux supérieur à 80 millilitres. Vous pouvez vous imaginer, en ayant un utérus ou non, que ça peut impacter négativement la qualité de vie. Mais comment est-ce qu'on sait la quantité de sang qui est perdue si on n'est même pas capable de savoir la quantité contenue par notre produit menstruel? Et donc, voilà pourquoi c'est important de tester les produits menstruels avec autre chose que de l'eau. Cette étude-là permet de voir que le milieu médical manque sûrement de plusieurs personnes avec un flux élevé. Bah, c'est sûr, parce que j'imagine que si tu penses que tu perds 10 millilitres, mettons, avec ta première capacité maximale de serviette, alors qu'en fait, t'en perds 52, t'es déjà quand même à 5 fois plus. Et en plus, me semble que ça peut être quand même le signe de certaines maladies, forcément graves ou pas graves, mais ça peut quand même être un signe de maladie. Ben oui, puis justement, il y a une des auteurs de l'article là, qui a mentionné en entrevue que, comme tu dis, là, en fait, là, que ça peut être un signe de maladie grave, là, comme une maladie sanguine ou de cancer. Mais là, même sans parler de maladie grave, ça peut aussi amener des problèmes là, comme de l'anémie. Puis ça peut aussi amener de la fatigue extrême ou juste être vraiment difficile mentalement pour les personnes menstruées, puis avoir un impact négatif sur la qualité de vie. Cette étude montre aussi qu'il y a un autre problème, en fait. Pourquoi est-ce que les compagnies n'utilisent pas du sang pour tester leurs produits? Moi, ça, c'est le truc qui m'a le plus scotché, je pense. Juste comment ça, ils ont jamais fait ça avant? Ah, mais c'est l'utilité première du produit et ils testent ça avec de l'eau. Alors que, tu sais, on teste des cosmétiques sur des animaux, s'il te plaît. J'avoue. C'est vrai que ça accroche quand même, là. Un peu. Puis là, autre chose que j'étais vraiment étonnée, là. Mais seulement les tampons doivent obligatoirement être soumis à des tests d'absorption avant leur mise en marché. Seulement les tampons. Sinon, encore une fois, les produits vont être testés avec de l'eau. Puis là, il y a quand même certaines compagnies qui vont un petit peu plus loin, puis qui vont utiliser de l'eau et du glucose.
Wow. Ah, Wow! c'est clair. Et là, vous savez à quoi ça me fait penser? Puis on rentre directement dans la période, là, mais quand tu veux faire du faux sang, tu utilises de l'eau, du glucose, du colorant, et ça fait du faux sang. À l'Halloween, écoute, c'est parfait. Mais bon, Est-ce que c'est le faux sang de Halloween qui s'est transféré au marché des produits hygiéniques ou est-ce que c'est l'utilisation dans le marché des produits hygiéniques qui l'a transféré à Halloween? On se posera la question encore longtemps. j'imagine que c'est mieux que rien. Mais bon, blague à part, je pense que l'argument de la disponibilité du sang pourrait être utilisé parce que le sang, c'est quand même quelque chose de précieux. Donc, utiliser une partie de nos ressources en sang pour lequel déjà on est en manque, ben ça peut être compliqué. Bah, ça, c'est sûr, c'est toujours bien d'aller donner son sang de toute façon pour des problématiques peut-être plus médicales. Mais après, c'est sûr qu'utiliser le sang humain pour tester ces produits, peut-être pas, mais il doit y avoir d'autres alternatives qui auraient sûrement pu être mises en place avant, j'imagine. Mhm. Mais tu sais, c'est ça. On manque déjà de sang pour nos besoins médicaux. Alors, est-ce qu'on peut justifier de l'utiliser pour tester des produits d'hygiène menstruelle? Et là, question ouverte aux autres personnes présentes ce soir. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Est-ce qu'on devrait utiliser du sang pour tester les produits d'hygiène menstruelle? Ben, je pense que si on veut comme résoudre la problématique de on manque de sang, il y a tellement de monde qui veulent donner puis qui se font refuser. Par exemple, je sais pas, t'as pas assez de fer dans ton sang ou tu t'es fait tatouer là, moins de 3 mois. Pardon, tu sais, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas justement, plutôt que de donner ce sang-là qui est pas assez, qui pourrait potentiellement contenir des trucs qu'on veut pas dans le médical, est-ce qu'on pourrait pas prendre ce sang-là pour justement la recherche? Ça serait une alternative, je pense, au fait qu'on manque de sang, mais quand même tester les produits comme il faut, je dirais. Alexis, des avis, des idées? En tant que cisgenre, je reste quand même éberlué de la situation. Je pense qu'en effet, les premiers concernés devraient être tu sais, les personnes qui utilisent les produits. Puis je suis vraiment curieux à savoir justement dans le processus de développement d'un produit menstruel à quel point les femmes sont impliquées. Est-ce que c'est juste des hommes blancs, cisgenres, qui développent un produit et sont « Ah, ça va marcher, hein, il y a de l'eau puis du glucose, donc le tour est joué. » Donc, c'est un peu mon questionnement en ce moment. Moi, j'aurais tendance à te dire que je pense qu'elles n'ont pas été beaucoup impliquées. Ça me fait penser toute cette histoire-là. Il y avait eu comme une autre histoire avec les tampons puis les serviettes à propos du blanchiment, du coton, puis du chlore éventuel qui était utilisé, de la javel, etc. Ça encore, on peut imaginer que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont été prises en compte dans le développement de ces produits-là, parce que, en tout cas, c'est mon point de vue très personnel, mais moi, je préfère ne pas me mettre de chlore ou de javel dans le corps. Donc, mais si on en revient du coup peut-être à notre question de est-ce que ça justifierait d'utiliser du sang pour tester les produits hygiéniques? Mhm. Ben, je me suis posé la question aussi, là, puis sincèrement, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Je me suis dit, il existe du sang artificiel aussi, si on veut pas aller prendre dans le sang qu'on récolte. Alors, puis les compagnies pourraient se le permettre là, d'acheter ce sang artificiel-là qui est plus cher. Mais encore là, si on prend ce sang artificiel-là, on l'utilise pas pour les besoins médicaux. Fait que là, on revient à la même question encore. Sinon, dans l'un des articles que j'avais lu sur le sujet, puis que je trouvais super intéressant, il proposait de concevoir un liquide d'une densité similaire au sang menstruel pour tester, pour simplifier les tests, en fait. Puis, tant qu'à moi, ça serait la meilleure solution. Mais pour ça, ça prendrait plus de recherche dans le domaine. Mais justement, à ce sujet, est-ce que vous savez combien d'études scientifiques sont faites sur les menstruations par année? À travers le monde? Ouais, à travers le monde. Puis là, je sais que c'est comme un guess que vous allez faire, là, mais... Moi, j'ai aucune idée. Je saurais pas... Je veux dire en bas de 1000. Moi, je dirais probablement pas assez. Bonne réponse. J'aime beaucoup. Je suis bien d'accord.
C'est bon, ça, Gaël, c'est bon. Donc, c'est environ 600 études. Puis là, ça, c'est en regardant une moyenne de la littérature scientifique des dernières années en utilisant le mot-clé menstruation. Et pour vous donner un comparatif en faisant le même processus, mais en utilisant les mots-clés dysfonction érectile. Donc, en regardant le nombre d'études qui ont été faites par rapport à ce sujet dans les années précédentes, on obtient environ 1200 études par année. Donc, le double d'études qui sont faites sur ce sujet-là. C'est quand même fou. Quand même fou. Donc, oui, pas assez d'études qui sont faites sur le sujet. Donc, ça pourrait être intéressant de justement faire des études pour essayer d'avoir un liquide d'une densité similaire au sang menstruel pour simplifier ce genre de test. Et donc, pour terminer, je crois que cette étude nous amène à réfléchir un peu plus loin sur la santé des personnes menstruées. D'abord, pour les barèmes de ce qui est considéré comme des menstruations abondantes dans le milieu médical. Mais aussi, en tant que personne menstruée, il faut être conscient que nos produits menstruels ne reflètent pas nécessairement l'intensité de notre flux. Et ça, c'est une information importante et sans honte, et là je répète, sans honte à apporter à notre médecin si nécessaire. Et il faut continuer à ouvrir la conversation sur les menstruations pour que ça devienne un sujet comme un autre. Tout à fait d'accord avec ça. Merci beaucoup, Maude, pour cette belle conclusion. Et on espère tous que vous en avez appris sur les menstruations et sur la façon dont les produits menstruels sont traités, designés et développés. Et que vous serez peut-être plus conscient de votre flux menstruel si vous en avez un. Et on se retrouve après la pause. Voilà donc de retour pour la deuxième partie de ce premier épisode de la saison 4 et on va passer tout de suite à l'entrevue. Je laisse la parole à Alexis. Merci bien Julie. Donc j'ai devant moi Gaëlle. Bienvenue parmi nous, ce premier épisode de la saison 4 de La Tête à Papineau. Merci de m'avoir invité, c'est bien gentil. Ça fait plaisir. Écoute, je te présente brièvement. Tu es étudiante boursière depuis 7 années au doctorat en microbiologie environnementale, après une maîtrise et un bac en microbiologie également. Tu es aussi impliqué en vulgarisation scientifique avec un tout nouveau poste aux communications de Bistrobrain. Wow, félicitations! Merci. Et tu as également participé à l'édition 2022 de ComSciCon Québec, en plus d'en avoir co-organisé l'édition 2023. Et dans tes temps libres, tu es également adjointe aux communications de projets pédagogiques auprès de Coefficience, un groupe gouvernemental de promotion de chimie. Et finalement, tu es même chef d'équipe d'Ultimate Frisbee. Est-ce que ça t'arrive d'être étourdi à travers tout ça? Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup quand je suis occupée. Moi, plus j'ai d'affaires à faire, mieux ça va. Si tu me donnes 2 choses à faire dans ma semaine, c'est sûr que j'aurai de la misère à les faire. Si tu m'en donnes 17, par exemple, watch me. Excellent, on aime cette attitude. Donc, première question, à brûle pour point, comment as-tu commencé cette belle relation avec la vulgarisation scientifique? Je dirais que c'est vraiment arrivé avec ComSciCon Québec, l'édition 2022. J'ai entendu parler de ça un peu par hasard, genre sur des réseaux sociaux. Puis j'étais comme, hey, ça a l'air cool, ce qu'ils font. Fait que là, j'ai regardé un peu leur site internet. Finalement, je me suis inscrite sans vraiment y croire, en me disant, bon, écoute, si je suis pris, on ira bien voir ce que ça fait, des vulgarisateurs scientifiques. Finalement, je me suis ramassée là-bas. Ça a été le plus beau congrès de ma vie, je pense. Là, genre, de tous les congrès scientifiques que j'ai faits, c'est celui que j'ai le plus trippé. J'ai rencontré du monde trippant. J'ai vraiment découvert la vulgarisation. Puis après, je me suis dit, écoute, moi, je pense que c'est ça que je veux faire. Fait que je vais essayer d'acquérir toutes les connaissantes que je peux dans le domaine pour, après mes études, pouvoir peut-être me spécialiser là-dedans, finalement. Wow, c'est vraiment splendide. On les salue d'ailleurs. On a été invités à plusieurs reprises à leurs activités de réseautage. Et pour mettre un peu en contexte, ComSciCon, dans le fond, c'est comme tu l'as dit, un congrès qui dure une fin de semaine de formation avec des ateliers, des experts en vulgarisation scientifique. Donc, à travers toutes tes expériences comme ça en vulgarisation, qu'est-ce que tu trouves plus le fun? Là? Tu nous as parlé de comment ça peut être formé dans ton année professionnelle. As-tu d'autres choses que tu pourrais nommer? Moi, je pense que ce qui me fait triper le plus dans la vulgarisation, c'est le public. J'ai l'impression que les scientifiques, on est tous un peu dans notre domaine, puis on aime bien ce qu'on fait, mais on est tous un peu trop dedans. Puis quand tu fais de la vulgarisation plus au grand public ou même
juste dans d'autres domaines de la science, tu te rends compte que c'est tellement vaste, la science. Puis les gens sont curieux, puis veulent savoir ce qui se passe, puis comment ça marche. Puis moi, c'est ça qui me fascine, en fait, interagir avec le public, puis voir l'émerveillement dans leurs yeux quand ils finissent par comprendre ce qu'on fait en tant que scientifique, puis que ça devient un peu moins flou, finalement. Donc, tu décrirais comme une personne extravertie qui aime les gens, j'imagine? Oui, Ouais. exact. Bonne réponse. C'est vraiment un bon profil pour être une vulgarisatrice. Donc, j'enchaîne un peu sur le volet de ton parcours académique. Est-ce que tu pourrais aider nos auditeurs auditrices à comprendre en quoi consiste d'abord la microbiologie? La microbiologie, c'est l'étude de tous les microbes. Les microbes, il y en a plusieurs sortes. Là. Par exemple, les virus comme la COVID qu'on a un peu trop entendu parler. Mais il y a aussi les bactéries, il y a les champignons microscopiques. C'est vraiment très, très varié. Puis des microbes, il y en a partout. Il y en a dans l'air, il y en a sur nos plantes, il y en a juste sur notre peau, nous, les humains, dans nos intestins. Puis tous ces microbes-là font des choses tellement variées puis tellement différentes. Oui, il y en a qui vont causer des maladies puis qu'on essaie d'éradiquer ou qu'on n'aime pas, mais il y en a qui font tellement des bonnes choses pour nous aussi. Puis la microbiologie, c'est finalement étudier tous ces microbes-là puis comment ils interagissent avec leur environnement. Et là, tu t'es lancé dans cette passion-là depuis ton bac. Il n'y a pas vraiment de réorientation de choix de carrière. Avec ton doc, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? C'est quoi ton projet de recherche? Pour mon doc, je me spécialise vraiment en microbiologie environnementale. Donc, je vais travailler avec plus des microbes dans l'environnement. Donc, moi, je travaille avec les plantes principalement. Puis, toutes les bactéries qui vivent sur les feuilles des plantes. C'est ce qu'on appelle le microbiote de la plante. Moi, je travaille avec ces bactéries-là, essayer de comprendre comment elles interagissent ensemble, mais surtout comment elles sont capables de contrer des microbes qui veulent causer des maladies aux plantes. Par exemple, moi, je travaille avec une bactérie qui cause des gros problèmes, surtout au niveau de la tomate au Québec. Là, c'est comme tous nos champs sont tout le temps infectés par cette bactérie-là. Puis, on veut essayer de réduire notre consommation de pesticides, d'antibiotiques. Puis moi, dans le fond, j'essaie de comprendre, est-ce que les microbes qui sont déjà présents sur la plante pourraient avoir un impact néfaste contre ces microbes-là qu'on ne veut pas qui arrivent, en fait, dans nos cultures. Et pour information, ces microbes s'appellent? Pseudomonas syringae. On va essayer de s'en souvenir. Bonne chance. Justement, en parlant des tomates, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu étudies ça? Tu t'en vas dans les champs, puis tu sors ta loupe, ton microscope. Comment ça se passe? Moi, je travaille vraiment plus en laboratoire. Fait que je travaille avec un système modèle qu'on appelle, avec des plantes qui poussent entièrement en laboratoire dans des chambres de croissance complètement régulées. Je travaille avec, par contre, les microbes que j'étudie ont été isolés de l'environnement pour essayer de mimiquer un peu ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'on n'est pas encore au stade d'aller faire là, les expériences dans les champs parce que c'est beaucoup plus complexe puis il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Moi, j'en suis pas là encore. Pour l'instant, je travaille avec mon cerveau en laboratoire. Ouais, ce serait un risque de se bêcher pour faire un autre jeu de mots. Je suis vraiment sur cette lancée. En feu! Exactement. Donc, avec ce beau projet-là, est-ce qu'on pourrait te réserver une belle place de présentation à un de nos événements Bistro Brain? Ah, définitivement. Quand tu veux. Parfait. On a déjà des places en tête. Parfait. Environnement, santé, écologie, plein de choix qui se disposent à nous. Donc, à travers ton parcours, est-ce que tu avais une expérience que tu aimerais partager au public qui t'a peut-être été très inspirante ou à l'inverse qui a été un signe d'adversité dans lequel tu as manqué de motivation? Là, tu parlais que quand tu avais 17 choses à faire dans une semaine, ça se faisait, mais est-ce que ça arrivait à un moment où tu as été devant une seule, mais très grande chose? Oui. Je dirais à la fin de ma maîtrise, là, quand comme il a fallu que je clore justement ces 2 années-là de ma vie, ou qu'il a fallu que je clore les projets, que j'écrive mon mémoire, puis justement, je mette comme fin à cette partie-là pour aller ailleurs. Je reste dans le même domaine, mais j'ai quand même changé un peu. Tu sais, je reste dans le grand domaine de la microbiologie, mais j'ai changé un petit peu de branche. Fait que clore cette période-là de ma vie pour comme m'aligner vers du nouveau, ça a quand même été... je dirais assez demandant pour moi, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis honnêtement, mon doctorat, à date, ça s'enligne super bien. Puis j'ai vraiment hâte de continuer. Là, fait que stay tuned. Ben oui, mais c'est ça, je voyais dans ton CV, justement, t'es loin de te faire lancer des tomates là, pour faire un jeu de mots sur quoi t'étudies. Là. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de qu'est-ce qui se dresse devant toi comme avenir? Qu'est-ce qui t'aspire? Qu'est-ce que tu as le goût de faire dans les prochaines années?
Ben c'est sûr que je commence mon doctorat, fait que dans les prochaines années, ça va être ça ma priorité numéro 1. Mais je veux continuer de faire une place à la vulgarisation scientifique au travers de tout ça, c'est sûr, faire le plus d'événements possibles, d'expériences. Avec une collègue, on a commencé à monter des ateliers pour les écoles primaires aussi sur différents sujets scientifiques, fait que c'est sûr que je veux continuer sur cette lancée-là. Écoute, je pense que l'avenir nous le dira. Moi, je suis très, très ouverte à toutes les opportunités, puis j'ai pas beaucoup d'attentes à part de faire ce qui me plaît. Puis pour l'instant, tout ce que je fais me plaît. Fait que ça va juste vraiment bien. Très belle philosophie à laquelle j'adhère également. Le plaisir, ça compte pour beaucoup. Donc, on finit toujours nos entrevues avec une belle habitude qu'on a depuis déjà 27 épisodes. C'est fou. On va poursuivre dans la même lignée. Donc, pour toi, Gaëlle, quelle place devrait avoir la vulgarisation scientifique dans la société? Une place plus grande que celle qu'elle occupe, je pense. Moi, quand j'étais jeune, la science, c'était quelque chose de super mystérieux. Je tripais là-dessus, mais je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis quand j'étais au primaire, justement, c'était pas tant mis de l'avant. Tous mes professeurs, c'était des profs qui avaient pas de background scientifique, fait qu'ils étaient pas toujours capables de bien répondre à mes questions ou aux questions de mes amis. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve est un manque. Fait que je dirais mettre plus de place pour la vulgarisation, surtout au niveau des jeunes dans les écoles, leur faire comprendre c'est quoi être scientifique plus tôt, parce que c'est tellement flou, puis être scientifique, c'est pas juste Einstein aux cheveux dans les airs qui fait exploser des affaires, là. Fait que... Faisait exploser des affaires, Einstein? Non, mais tu comprends, l'image du scientifique fou Oui, oui. que tout le monde a, ben finalement, c'est pas ça, puis c'est super varié la science, fait que ben, je dirais, là, mettre ça plus de l'avant, puis plus tôt. Donc, rendre la science accessible, autrement dit. Toujours. Ça, on est un peu plus calqué sur le slogan de Bistrobrain, rendre la science accessible à travers le plaisir. Donc, en terminant, Gaëlle, avais-tu d'autres choses dont tu voudrais parler ou bien juste référer les gens vers ton grand savoir, ta grande ambition dans l'avenir de la vulgarisation scientifique au Québec? Écoute, vous viendrez me voir à Bistrobrain quand vous verrez mon nom apparaître. Super! Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup Gaëlle pour cette super entrevue. Tout ça clôture notre épisode, premier épisode encore une fois de la saison, épisode numéro 27. Et on en profite pour également lancer les invitations pour nos premiers événements ou presque de la saison. Donc le 13 septembre, on va avoir à Sherbrooke Démonte ton mythe à 17h au Bocquet-Bière en collaboration avec le Rexus. Le 20 septembre, on va avoir Démonte ton mythe à Trois-Rivières, à la Chasse-Galerie, 17h30 à ne pas manquer. Et le 11 octobre, Santé au Bocquet-Bière à 17h également. Le dernier rendez-vous, ou peut-être on entendra parler Gaëlle, qui sait. On espère que vous avez eu du plaisir avec nous aujourd'hui pour ce